Chapitre 8. Comment faire une présentation? Pour informer. Vous avez sans doute déjà entendu un orateur ennuyeux. Comme celui qui un jour mit au supplice une commission d'enquête du Sénat américain. C'était une haute personnalité du gouvernement, mais il pérorait dans le vague, sans rien expliquer clairement. Il était insipide et obscur, et la commission perdait son temps. Finalement, Samuel James Ervin, Jr. Sénateur de la Caroline du Nord, put placer quelques mots bien sentis. Il dit que l'orateur lui rappelait un mari qu'il avait connu. Ce dernier voulait divorcer bien que sa femme fût belle, bonne, cuisinière et mère de famille parfaite. Mais alors, pourquoi divorcer? Lui demanda son avocat. Parce que ma femme parle tout le temps. De quoi parle-t-elle? Voilà le hic, dit-il, elle ne le dit jamais. C'est ce qui se passe aussi avec de nombreux orateurs. Hommes ou femmes, leurs auditeurs ignorent de quoi ils parlent. Ils ne le disent pas. Leurs propos ne sont pas clairs. Au chapitre 7, nous avons donné un moyen de faire des exposés pour inciter à l'action. Maintenant je vais vous dire comment procéder pour vous exprimer clairement quand vous voulez informer. Plusieurs fois par jour, nous donnons des directives, des explications ou présentons des rapports. Parmi tous les genres de présentations données chaque jour, un peu partout, celles qui informent viennent après celles qui incitent à l'action ou veulent convaincre. Pourtant, il faut d'abord s'exprimer clairement pour faire agir les autres. Owen D. Young, un grand industriel américain, insiste sur l'importance de la clarté dans notre monde moderne. Celui qui développe son aptitude à se faire comprendre des autres ouvre par là même la voie pour se rendre utile. Dans notre société où la coopération des hommes s'applique aux choses les plus simples, il est d'abord indispensable qu'ils se comprennent. Le langage est notre principal moyen de communication, nous devons donc apprendre à nous en servir avec discernement. Dans ce chapitre, des suggestions vous aideront à adopter un langage si clair que vos auditeurs n'auront aucune difficulté à vous comprendre. Tout ce qui peut être pensé, a dit Ludwig Wittgenstein, peut l'être clairement. Tout ce qui peut être dit peut l'être clairement. Premièrement, limitez votre exposé au temps qui vous est imparti. Dans un de ses cours destinés au professeur, William James fit remarquer qu'on ne pouvait traiter qu'un point dans une conférence, et la conférence à laquelle il faisait allusion durait 1 heure. Cependant, j'ai récemment entendu un orateur dont le temps était strictement limité à 3 minutes commencer en disant qu'il voulait attirer notre attention sur 11 points. 16 secondes et demie pour chacun des aspects du sujet. Il semble incroyable, n'est-ce pas, qu'un homme intelligent se lance dans un exploit aussi manifestement absurde. Bien sûr, c'est là un cas extrême. Mais la tendance à se répandre de la sorte est un défaut fréquent des débutants. Il fait penser au guide de chez Cook, qui voudrait faire visiter Paris en une journée. C'est possible. Comme de parcourir le muséum d'histoire naturelle en 30 minutes. Mais sans plaisir ni profit. Beaucoup de discours. Manque de clarté, parce que l'orateur semble vouloir établir une performance en épuisant son sujet en un temps record. Il saute d'un point à un autre avec la vitesse et l'agilité d'une chèvre des montagnes. Si, par exemple, vous devez parler des syndicats, n'essayez pas d'expliquer en 3 ou 6 minutes comment ils ont été créés, les méthodes qu'il emploie, ni d'en énoncer les méfaits ou bienfaits. Non et non.
Si vous tentez de le faire, personne ne saura au juste ce que vous aurez dit. Tout sera confus et embrouillé. Il serait sans aucun doute plus sage de considérer un seul aspect des syndicats et de le traiter en détail avec des exemples. Ce genre d'intervention laisse une impression nette, elle est aisée à entendre et à retenir. Je me rendis un matin au siège d'une société dont je connaissais le directeur. Je trouvai sur la porte un nom inconnu. Le directeur du personnel, un vieil ami à moi, m'expliqua pourquoi. Son nom a eu raison de lui, dit mon ami. Son nom? N'était-ce pas un des Jones qui dirige la firme? Je veux parler de son surnom, on l'appelait Où est-il? Tout le monde lui donnait ce sobriquet. Il n'est pas resté longtemps, la famille a mis un cousin à sa place. Il ne s'était jamais intéressé au travail. Il venait passer la journée au bureau, mais à quoi faire? Il se promenait de ci de là, dans les services. Il déplaçait de l'air. Il croyait plus important de vérifier si un employé éteignait bien l'électricité ou si une dactylo ramassait un trombone que d'étudier une campagne de marketing. Il n'était pas souvent dans son bureau. C'est pourquoi nous l'appelions Où est-il? Monsieur Jones me rappelle les nombreux orateurs qui auraient pu mieux réussir s'ils avaient su se discipliner, au lieu d'essayer, comme lui, de se disperser. Vous en avez sûrement entendu. Au milieu de leur discours, ne vous êtes-vous pas demandé où veut-il en venir? Même des conférenciers chevronnés commettent cette erreur. Peut-être que le fait qu'ils soient compétents dans de nombreux domaines les aveugle sur le danger de la dispersion. Ne leur ressemblez pas. Ne perdez pas de vue votre thème principal si vous voulez être clair. Vos auditeurs doivent toujours pouvoir se dire « Je le comprends ». Je vois ce qu'il veut dire. Deuxièmement, classez vos idées dans un enchaînement logique. Presque tous les sujets peuvent être traités dans un ordre logique, fondé sur le temps, l'espace ou leurs aspects particuliers. Pour le temps, par exemple, vous pouvez considérer la question sous 3 aspects, le passé, le présent ou le futur. Vous pouvez aussi partir d'une date déterminée, revenir en arrière ou la dépasser. Si vous faites une présentation décrivant une méthode de fabrication, vous commencez par la matière première, puis les différentes étapes de transformation et vous terminez par le produit manufacturé. L'importance des détails dépendra naturellement du temps dont vous disposerez. Si vous classez vos idées dans l'espace, vous partez d'un point central pour aller dans une direction déterminée, ou bien vous étendez votre thème du nord au sud et en ouest. Si vous voulez décrire la ville de Washington, vous conduirez vos auditeurs au sommet du Capitole et indiquerez les monuments intéressants qui se trouvent dans les différentes directions. Si vous parlez d'un avion ou d'une voiture, il vaut mieux en décrire séparément les différentes parties. Certains sujets ont un plan préétabli, c'est ainsi que pour expliquer la structure du gouvernement des États-Unis, il vous sera facile de suivre son organisation et de décrire ses fonctions législatives, exécutives et judiciaires. Troisièmement, énumérez vos idées à mesure que vous les développez. Le moyen le plus simple de faire une présentation bien construite est de mentionner simplement chaque point l'un après l'autre, au cours de votre exposé. Mon premier point est: vous pouvez être aussi net que cela. Quand le premier point est épuisé, vous pouvez dire franchement que vous passez au second,
et continuer ainsi. Jusqu'à la fin. Le docteur Ralph Gilles Binch, alors assistant secrétaire général des Nations Unies, commença une conférence importante, parrainée par le City Club de Rochester, dans l'État de New York, de cette manière directe. J'ai choisi de vous parler ce soir des relations humaines. Pour 2 raisons. Et il enchaîna immédiatement, en premier lieu, puis en second lieu. Tout au long de sa conférence, il prit soin de faire sentir à ses auditeurs qu'il les menait point par point à sa conclusion. Ne perdons jamais confiance en la tendance naturelle de l'homme vers le bien. La même méthode fut appliquée avec succès par un économiste, Paul H. Douglas, devant une commission interparlementaire du Congrès sur les moyens de stimuler les affaires à une époque où elles faiblissaient partout dans le pays. Il parlait, à la fois comme expert des questions fiscales et comme sénateur de l'Illinois. Mon programme, commença-t-il, est le suivant, le moyen d'agir le plus rapide et le plus efficace est de réduire l'impôt sur les petits et les moyens revenus, c'est-à-dire pour la classe sociale qui tend à dépenser presque tous ses revenus. Plus précisément, continua-t-il. De plus, il y a 3 raisons principales, 1, 2, 3. En résumé, ce dont nous avons besoin, c'est d'une réduction immédiate des impôts pour les classes les moins favorisées, afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Quatrièmement, comparer ce qui est nouveau avec ce qui est familier. Il arrive parfois qu'on ait des difficultés à se faire comprendre. L'idée est claire dans notre esprit mais demande des explications pour l'être également dans celui de nos auditeurs. Que faire ? Chercher une comparaison que le public comprendra, rattacher ce qui lui est inconnu à quelque chose qui lui est familier. Supposez que vous parliez d'un catalyseur. C'est une substance chimique utilisée dans l'industrie qui en transforme d'autres sans changer elle-même. C'est assez simple, mais ne vaut-il pas mieux ajouter l'illustration suivante? C'est comme un petit garçon qui, dans la cour de l'école, trotte, bouscule, renverse, pousse les autres enfants sans jamais être touché lui-même. Des missionnaires furent confrontés à ce problème. Ils devaient traduire la Bible dans le dialecte des tribus de l'Afrique équatoriale. Devaient-ils le faire littéralement? Dans ce cas, les mots n'auraient aucun sens pour les indigènes. Par exemple, ils auraient pu écrire selon le texte, bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige, mais les indigènes ignoraient tout de la neige. En revanche, ils grimpaient souvent aux cocotiers pour les secouer et faire tomber les fruits. Les missionnaires transposèrent l'inconnu en images qui leur étaient familières et écrivirent: bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la pulpe des noix de coco. En l'occurrence, il aurait été difficile de trouver mieux. Transformer un fait en image. À quelle distance se trouve la Lune? Le Soleil? L'étoile la plus proche? Les savants répondent avec des chiffres astronomiques. Mais les vulgarisateurs savent que ces chiffres ne signifient rien pour le grand public. Aussi les transformant-ils en images. Le célèbre savant Sir James Jean était particulièrement frappé par l'intérêt des hommes pour l'exploration de l'univers. Expert en la matière, il connaissait les mathématiques, mais il savait aussi qu'en écrivant ou en parlant, il serait mieux compris s'il ne citait pas trop de chiffres. Notre Soleil et les planètes qui nous environnent sont si proches que nous ne réalisons pas combien les autres
systèmes stellaires sont loin. James Jean l'expliqua dans son livre « L'univers autour de nous ». L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 40 billions de kilomètres. Écrivait-il, et pour rendre ce chiffre plus frappant, il expliqua que si l'on quittait la Terre à la vitesse lumière de 300 000 km à la seconde, il faudrait 4 ans et 3 mois pour atteindre Proxima du Centaure. Il permit ainsi de se faire une idée plus exacte de l'immense éloignement des étoiles. On ne peut en dire autant d'un orateur que j'ai entendu un jour, qui, pour indiquer l'étendue de l'Alaska, dit que la superficie de cet État est de 1,5 million de kilomètres carrés et 101 là. Cela vous donne-t-il une idée plus juste de la surface du 49e État des États-Unis? Pas à moi. Pour concevoir son étendue, j'ai dû apprendre d'une autre source que la surface de l'Alaska représentait à elle seule la somme des États suivants: Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie occidentale, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Floride, Tennessee et Mississippi. C'est déjà plus parlant, n'est-ce pas? On comprend qu'en Alaska il y a de la place pour circuler. Il y a quelques années, un participant décrivit le taux effarant des accidents mortels sur les autoroutes, en ces termes évocateurs: quand vous conduisez sur la route allant de New York à Los Angeles, au lieu de bornes, imaginez des cercueils contenant chacun une victime de l'hécatombe de l'an dernier. En roulant vite, votre voiture passe devant chacune de ces bornes macabres toutes les 5 secondes. Car il y en a 8 par kilomètre d'un bout à l'autre du pays. Je n'ai jamais plus conduit une voiture à vive allure sans que cette image si saisissante me revienne en mémoire. Pourquoi? Parce que ce que nous entendons se retient difficilement. Les impressions auditives s'envolent comme les feuilles au vent d'automne. Mais les impressions visuelles nous pénètrent comme les boulets de canon tirés par l'artillerie de Napoléon à la bataille d'Ulm sont incrustées dans une vieille maison au bord du Danube. Elles pénètrent dans notre esprit et chassent tout ce qui leur est opposé, comme Napoléon chassa les Autrichiens. Évitez les termes techniques. Si vous appartenez à une profession libérale, si vous êtes expert comptable, avocat, chercheur, médecin, dentiste, ingénieur, financier, etc., faites doublement attention, quand vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas du métier, à vous exprimer en termes courants et à donner les détails nécessaires. Mon activité professionnelle m'a fait entendre des centaines de présentations qui étaient mauvaises car les orateurs ne se rendaient pas compte que le public ignorait tout de leur spécialité. Aussi qu'advenait-il? Il se perdait dans un langage très technique, remuait des idées claires pour les initiés, mais pour les autres c'était aussi bourbeux que le Mississippi en crue. Que doivent faire ces orateurs? Il leur faut lire et méditer ce conseil de Beveridge, ancien sénateur de l'Indiana. Repérez dans votre auditoire la personne qui semble là moins intelligente, et essayez de l'intéresser, ce qui n'est possible que si votre pensée et vos affirmations sont claires. Ou encore, adressez vous a un enfant qui aurait accompagné ses parents. Dites-vous et même dites-le à votre auditoire, si vous le voulez, que vous vous efforcerez d'être si clair, qu'un profane puisse vous comprendre et soit capable de répéter ce que vous avez dit. Un médecin dans un de nos stages déclara: la respiration diaphragmate, grâce à l'action péristaltique qu'elle exerce sur les intestins,
et d'un grand bienfait pour la santé. Il allait poursuivre quand l'animateur l'arrêta et demanda à ceux qui savaient en quoi la respiration diaphragmatique différait des autres respirations, pourquoi elle était particulièrement bénéfique et ce qu'était le péristaltisme, de lever la main. Le résultat surprit le médecin. Il reprit ses explications de la façon suivante: le diaphragme est un muscle mince qui sépare la cage thoracique et la base des poumons de la cavité abdominale. Au repos ou pendant la respiration thoracique, il ressemble à une cuvette retournée. Dans la respiration abdominale, au contraire, il s'aplatit. 7. Pression vers le bas du diaphragme masse en quelque sorte l'estomac, le foie, le pancréas, la rate et le plexus solaire. Quand vous expirez de nouveau, l'estomac et l'intestin sont projetés contre lui et bénéficient de son massage, ce qui favorise le processus d'élimination. Beaucoup de maladies sont dues au mauvais fonctionnement de l'intestin. Les indigestions, constipation et auto-intoxication disparaîtraient presque si l'estomac et l'intestin fonctionnaient bien grâce à la profonde respiration diaphragmatique. Il est bon d'aller du simple au complexe par des explications. Supposons que vous présentiez le dégivrage automatique à une association de consommateurs. Voici la mauvaise façon de vous y prendre. Le principe de la réfrigération repose sur le fait que l'évaporateur pulse l'air chaud à l'intérieur de l'appareil. L'humidité qui en résulte se fixe sur l'évaporateur et forme une couche de givre qui finit par isoler l'évaporateur et demande une puissance plus forte du moteur pour compenser l'épaisseur du givre. Voyez maintenant combien il est plus facile de faire comprendre ces explications si elles sont données avec des détails de la vie journalière. Vous savez où se trouve le freezer dans votre réfrigérateur. Vous savez également qu'il s'y forme du givre. Tous les jours, la couche de glace devient plus épaisse et il vous faut dégivrer pour maintenir le réfrigérateur en bon état de marche. Le givre sur le freezer est comme une couverture sur un lit ou comme un panneau isolant dans votre maison. Plus la couche est épaisse et plus le freezer peine pour chasser l'air chaud du réfrigérateur et maintenir le froid. Le moteur doit tourner davantage. Avec un dégivreur automatique, le givre ne constituera plus une couche épaisse et le moteur peinera moins et moins longtemps. Vous économiserez de l'énergie. Aristote a très bien dit: pensez en homme cultivé, mais parlez en homme simple. Si vous devez employer un mot technique, ne le faites qu'après l'avoir expliqué, pour que tout le monde le comprenne. Cela surtout pour les mots-clés que vous répétez souvent. J'ai entendu un agent de change s'adresser à des femmes désireuses de connaître les principes des investissements. Il se servait de mots simples et mettait ses interlocutrices à l'aise. Ses propos étaient clairs, sauf malheureusement les termes du métier. Il parlait de chambre de compensation, de double option, de remboursements hypothécaires, de vente au comptant ou à terme. Ce qui aurait pu être intéressant devint un rébus parce qu'il ne s'était pas rendu compte que ses auditrices n'étaient pas habituées à ces termes. Il n'y a pas de raison d'éviter un terme technique. Mais expliquez-le immédiatement. Voulez-vous parler de la publicité radiophonique? Des motifs d'achat? Des beaux-arts? De la comptabilité? Des subventions gouvernementales? Voulez-vous disserter sur l'éducation des enfants ou sur le système LIFO qui évalue les stocks d'inventaire? D'un projet d'entreprise? D'un changement de
Procédure. Assurez-vous d'abord que vos auditeurs comprennent vos mots techniques et leur donnent le même sens que vous. Cinquièmement, utilisez des aides visuelles. Les nerfs qui relient les yeux au cerveau sont bien plus gros que ceux qui viennent des oreilles, et l'expérience nous apprend que nous sommes plus impressionnés par les images que par les sons. Voir une fois, dit un proverbe japonais, vaut mieux que d'entendre 100 fois. Si vous voulez être clair, imagez vos idées. C'était la méthode de John H. Patterson, fondateur de la National Cash Register Company. Il écrivit un article dans le System Magazine pour indiquer comment il s'adressait à ses ouvriers et à ses vendeurs. J'affirme que la parole seule ne suffit pas pour se faire comprendre, susciter et retenir l'attention. Il faut faire appel à la vue. Chaque fois que cela est possible, il faut se servir d'images pour démontrer la bonne et la mauvaise méthode. Le schéma convainc plus que les mots et les images sont plus évocatrices que le schéma. Dans une présentation idéale, chaque partie du sujet devrait être illustrée, et les mots ne serviraient qu'à lier les images entre elles. J'ai appris très tôt, dans mes communications internes, que l'image avait plus de valeur que tout ce que je pouvais dire. Si vous utilisez une carte ou un schéma, assurez-vous qu'ils sont assez grands pour être bien vus, mais n'en abusez pas. Voir une succession de graphiques est ennuyeux. Si vous faites un schéma, au cours de votre exposé, qu'il soit rapide et sommaire, le public ne s'attend pas à un chef-d'œuvre. Utilisez des abréviations, écrivez gros et lisiblement tout en continuant à parler, et retournez-vous vers le public. Si vous vous servez d'aides visuelles pour appuyer vos dires, suivez ces conseils et vous capterez l'attention. 1. Ne montrez vos documents et vos transparents qu'au moment de vous en servir. 2. Utilisez des objets assez volumineux pour être vus jusqu'au dernier rang. Vos auditeurs ne peuvent retenir une démonstration que s'ils la voient. De même pour les images et les mots d'une diapositive ou d'un transparent. 3. Ne faites jamais circuler de documents dans la salle pendant que vous parlez. Pourquoi créer de la dispersion? 4. Levez le document pour que tout le monde le voie. Assurez-vous que l'écran de projection est assez haut. 5. Souvenez-vous qu'un objet animé en vaut 10 inertes. Faites une démonstration du fonctionnement si cela est possible. 6. Ne regardez pas l'aide visuelle que vous montrez. C'est avec l'auditoire que vous devez établir le contact, et non avec ce que vous montrez. 7. Quand vous n'avez plus besoin de votre document, mettez-le de côté. 8. Si l'aide visuelle dont vous allez vous servir s'y prête, posez-la, dissimulée, sur une table à côté de vous. En parlant, faites Y allusion afin d'éveiller la curiosité, mais ne dites pas de quoi il s'agit. Aussi lorsque vous serez prêt à la dévoiler, vous aurez créé un suspense et suscité un véritable intérêt. Les aides visuelles sont de plus en plus employées pour aider à la compréhension. Le meilleur moyen de s'assurer que l'auditoire vous comprendra est d'illustrer ce que vous lui expliquez. 2 présidents des États-Unis, tous deux maîtres en l'art oratoire, ont affirmé que, pour eux, être clair résultait de l'entraînement et de la discipline. Lincoln a dit, nous devons rechercher la clarté sans relâche. Il a raconté au docteur Gulliver, président du Knox College, comment il s'y était astreint dès sa jeunesse. Parmi mes plus vieux souvenirs, je me rappelle combien je m'irritais quand, tout enfant, on me parlait en termes que je ne comprenais pas. Je ne pense pas m'être jamais mis en colère pour d'autres raisons,
mais cela m'a toujours mis hors de moi. Je me souviens d'être monté dans ma petite chambre, un soir, après avoir entendu des voisins discuter avec mon père, et avoir passé une grande partie de la nuit à marcher de long en large, en essayant de trouver le sens exact de leurs paroles obscures. J'essayais de m'endormir, mais je n'y arrivais pas, tant je pourchassais une idée et je la répétais jusqu'à ce que je réussisse à la traduire en un langage suffisamment clair pour être compris d'un petit garçon. C'était un véritable plaisir, il ne m'a jamais quitté. Le président Woodrow Wilson a écrit de son côté ces mots de mise en garde qui donneront la note pour terminer ce chapitre. Mon père était un homme d'une grande rigueur intellectuelle. Je lui dois le meilleur de ma formation. Il était intraitable sur l'imprécision, et depuis le jour où j'ai commencé à écrire jusqu'à sa mort en 1908, à l'âge de 81 ans, je lui ai toujours montré ce que j'avais écrit. Il me le faisait lire à haute voix, ce qui m'était toujours très pénible. De temps à autre il m'arrêtait, « Que veux-tu dire là ?» Je le lui disais, le faisant, je m'exprimais plus simplement que je ne l'avais fait sur le papier. Pourquoi ne pas le dire ainsi? Ne tire pas sur ton idée avec des plombs à moineaux, tu la disperserais dans toutes les directions. Tire avec un bon fusil à balle en plein dans ce que tu as à dire.